Cassandra et Jordan sont donc dans la tourmente depuis le mois de mai dernier. Ce jeune couple qui vit à Bannelec en Bretagne était pourtant fou de joie lors de la naissance de leur fille au mois de février. Mais rapidement, la situation tourne au drame. La petite Ilona présente des bleus sur tout le corps et un gonflement du crâne. À l'hôpital de Quimper, le syndrome du bébé secoué est alors diagnostiqué. C'est le début du cauchemar pour les jeunes parents qui sont aujourd'hui séparés de leur enfant, car en fait la justice les soupçonne de la maltraiter. Eux ne comprennent pas et affirment que leur fillette a en réalité une maladie génétique qui provoque ces symptômes. Mais la justice est formelle, ils sont mis en examen et séparés de leur enfant. Dans un instant, vous entendrez le désespoir de Cassandra, la maman, en direct. Mais auparavant, voilà comment tout cela a commencé. Nous sommes à Bannelec, en Bretagne. C'est ici que vivent Cassandra, 25 ans, et Jordan, 26 ans. Le 24 février 2018, le jeune couple voit la famille s'agrandir avec la naissance de la petite Ilona. Cassandra et Jordan sont des parents comblés. La fillette est souriante et pleine de vie, mais la mère de famille s'inquiète pour la santé de son enfant. Car depuis la naissance, Ilona présente des petits bleus sur différents endroits du corps. Inquiets de ces taches qui semblent apparaître sans raison, Cassandra et Jordan vont consulter plusieurs pédiatres. Mais aucun ne parvient à leur donner une explication. Le 5 mai dernier, les jeunes parents décident donc d'emmener à nouveau leur fille de 2 mois et demi chez un spécialiste. Et les conclusions du médecin font froid dans le dos. En plus des taches, il détecte un périmètre crânien anormalement élevé. La petite Ilona est alors hospitalisée en urgence à Quimper. Et après plusieurs examens complémentaires, le verdict tombe. Selon le service pédiatrique de l'hôpital, Ilona présente les symptômes du bébé secoué. Pour Cassandra et Jordan, c'est le choc. Ils affirment qu'ils n'ont jamais fait de mal à leur enfant. D'après eux, il pourrait s'agir d'une maladie héréditaire, car le père de Jordan était également atteint d'hydrocéphalie. Mais dans un tel cas, l'hôpital a pour obligation d'alerter la protection de l'enfance. Une assistante sociale est alors mandatée par le procureur et la fillette est placée dans une famille d'accueil à titre préventif. Pour Cassandra et Jordan, c'est un véritable coup de massue. Ils sont anéantis. Après le diagnostic et le placement de leur fille, ils ont été entendus par la gendarmerie de Quimper qui a ouvert une enquête. En attendant, Cassandra et Jordan n'auront droit qu'à un simple droit de visite d'1 heure et toujours en présence d'un tiers. 2 fois par semaine pour la maman et 1 fois pour le papa. Alors Ilona est-elle vraiment victime du syndrome du bébé secoué ? L'enquête permettra-t-elle de déterminer les causes de son état de santé ? Et ses parents pourront-ils récupérer sa garde ? Retour sur le plateau de Crimes et Faits divers, la quotidienne, toujours en direct bien évidemment. Avec nous France, la grand-mère d'Ilona, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vanessa Keruel, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes présidente de l'association Adikia et puis le docteur Gérald Kierzek nous a rejoint du côté des experts. Bonjour, médecin urgentiste, pour essayer de comprendre ce qui est possible dans cette affaire. France, tout d'abord, je voudrais essayer de comprendre comment vous avez appris ce qui était en train de se passer dans cette famille et les accusations qui étaient portées contre ce couple. Alors en fait, ma petite fille est née le 24 février, une naissance tout à fait ordinaire, un bébé tout à fait joyeux, gai, enfin voilà, est venu nous apporter beaucoup de bonheur au sein de la famille, un bébé désiré, un bébé aimé, voilà. Et puis au fil du temps, mes enfants se sont aperçus qu'elle présentait des petits bleus sur différentes parties du corps, donc ils se sont un peu inquiétés. On a consulté le médecin de famille, divers médecins, des pédiatres aussi. Jusqu'au dernier, au mois de mai, effectivement, qui nous a dit, voilà, il faut qu'on ait des examens complémentaires pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il ne comprenait pas non plus et il ne voyait pas, en fait, d'où pouvaient venir ces bleus.
À savoir que dans la famille, voilà, il existe une certaine hérédité aussi au niveau de l'hydrocéphalie, puisque le papa était atteint quand il était petit au même âge de ce problème. Alors juste, on va peut-être s'arrêter un instant pour savoir ce qu'est l'hydrocéphalie, docteur. L'hydrocéphalie, on a le cerveau et au milieu du cerveau, il y a un liquide qui est le liquide céphalorachidien et il y a des ventricules, une espèce de petites poches. Et quand les poches sont un peu dilatées et donc vont pousser, vont appuyer sur le cerveau et on voit bien dans le reportage que le périmètre crânien est augmenté, ben c'est tout simplement qu'il y a trop de pression à l'intérieur du cerveau liée, il y a différentes causes, des causes hémorragiques, des causes d'obstruction, parfois des enfants qui fabriquent trop de liquide, mais globalement ça pousse de l'intérieur à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc Jordan avait ça lui quand il était petit, le papa. Au même âge en fait, c'est indiqué dans son carnet de santé qu'effectivement il a été suivi, on a eu comment dire, une échographie au niveau de la tête pour vérifier effectivement s'il n'y avait pas d'hématome, mais bon. C'était il y a 26 ans et aujourd'hui, effectivement, la médecine a avancé et a fait des progrès dans ce domaine. Donc, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais effectivement, il y a quand même une certaine hérédité et qui n'est pas négligeable dans notre dossier, en fait. Donc, Cassandra et Jordan font des examens pour l'enfant. Exactement. Jusqu'à un moment où il l'emmène à l'hôpital. Voilà, le pédiatre, donc reçu en consultation privée, nous indique qu'il préfère effectivement hospitaliser la petite. Donc, appelle sur le fait l'hôpital, fait un petit courrier pour accompagner donc, mes enfants au sein de l'hôpital. Et donc voilà, on se présente avec la petite dans le service de pédiatrie, ils sont pris en charge, des examens sont faits, effectivement. Un IRM est fait à ce moment-là par rapport au périmètre crânien et au petit bleu qu'elle présente au niveau de la joue ce jour-là quand elle arrive en fait. Et là, voilà, tout s'enclenche. On annonce le 9 mai dernier à ma belle-fille, toute seule dans la chambre avec la petite, que finalement, ils se sont rendus compte au cours de l'IRM qu'elle avait des hématomes sous-duraux et que finalement, c'était donc les syndromes du bébé secoué. Donc, forcément. Ce qui sous-entend, pour être très clair pour les gens qui nous regardent, ce qui sous-entend de la maltraitance, tout à fait. Pour cet enfant. Exactement. Donc, effectivement, on tombe des nues, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ma belle-fille m'appelle, me dit, mais je ne sais pas, elle pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'annonce effectivement qu'on vient de lui dire ça. Donc, je me rends avec eux et on demande effectivement de rencontrer la pédiatre qui nous a accueillis à ce moment-là et qui nous dit, oui, effectivement, c'est bien les syndromes du bébé secoué. Et donc, voilà, nous sommes dans l'obligation de faire un signalement auprès du procureur de la République de ce que nous venons de constater. Donc, on comprend très bien, effectivement, la mesure de protection sur les enfants, ce qui est tout à fait normal. Sauf que nous, on sait qu'on n'a rien fait. Enfin, mes enfants savent qu'ils n'ont rien fait et qu'il ne s'est rien passé au niveau maltraitance. Vous en avez parlé avec eux, les yeux dans les yeux? Bien sûr. Vous leur avez demandé si, bien sûr. À un moment donné, il n'y avait pas eu un geste, il n'y avait pas eu quelque chose? Tout à fait. On a longuement discuté là-dessus et voilà, à aucun moment on a pu avoir un soupçon de quoi que ce soit avec eux. Enfin voilà, non. Rien ne peut. Enfin, c'est leur bonheur, quoi. C'est leur petit fruit de l'amour et en aucun cas, en fait, il a pu se passer quoi que ce soit au niveau de la maltraitance. Docteur Kierzek, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans l'hôpital, vous, médecin, vous êtes obligé de signaler quand il y a un doute? On est obligé surtout de protéger les enfants. C'est-à-dire que dès qu'on a un doute, on est face à un dilemme qui est il faut qu'on protège les enfants à tout prix. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux surdéclarer ou en tout cas appeler le procureur peut-être pour rien quand on a vraiment un doute. Alors un doute, c'est pas sur un symptôme. Un doute, c'est effectivement sur plusieurs hématomes ou plusieurs fractures ou des hématomes sous-duraux, comme vous le dites, c'est-à-dire à l'intérieur du cerveau, plus des hématomes au niveau de la peau, des faisceaux convergents de symptômes qui ne peuvent pas s'expliquer par des explications des parents. Ça, c'est la protection de l'enfant. On va appeler effectivement le procureur pour signaler. Mais quand je parlais de dilemme, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de surdéclarer ni sous-déclarer. C'est-à-dire que notre dilemme, c'est de passer à côté, c'est de ne pas protéger un enfant. Donc quand on a ce genre de cas, il y a une discussion en équipe, on essaie de trouver un peu toutes les hypothèses, on discute avec la famille, on discute bien sûr avec les parents. Et puis parfois, à titre de protection, ne serait-ce que quand on n'a pas de réponse, on préfère quand même déclarer pour protéger l'enfant. Le problème, c'est que ces décisions, elles doivent se prendre relativement rapidement dans un service d'urgence, puisqu'il y a des mesures de sauvegarde, il y a des mesures de protection un peu rapides dans l'urgence, même s'il y a une discussion collégiale, mais ça doit se faire dans une temporalité qui est assez courte, quoi. C'est quelques heures, on hospitalise, on temporise, mais c'est 24-48 heures. Et puis après, il y a la temporalité de la justice pour pouvoir mettre au clair, faire des expertises, etc. Et on voit bien que ces deux temps ne sont pas du tout les mêmes. Alors ça, c'est l'aspect médical, l'aspect judiciaire avec vous, maître Florence Rowe. Oui, c'est vrai que cette obligation de signalement
finalement découle de l'article 40 du Code de procédure et que les médecins, notamment, y sont soumis. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. L'hôpital y est soumis aussi. Il y a la protection de l'enfance, il y a aussi ce principe de précaution que l'on applique à tout coup. Simplement, une fois que ce signalement est lancé, après, on ne maîtrise plus rien. C'est ça le problème. Ça s'emballe et tout se grippe surtout. Et les institutions judiciaires ne savent pas traiter ce genre de problème. Et on a même vu des cas dans lesquels un très célèbre hôpital parisien pour enfants avait donné les causes précises des coups, enfin des marques que l'on pouvait retrouver sur un enfant il y a déjà quelques temps, donc un cas un peu similaire au vôtre. Et finalement, la justice étant partie sur son chemin, n'avait même pas voulu prendre en compte les conclusions du rapport de cet hôpital qui diagnostiquait la maladie des os de verre, qui maintenant commence à être connue quand même, et qui implique que, en effet, alors ça se résorbe, je crois, mais je laisserai les médecins en parler mieux que moi, mais ça se résorbe avec l'âge, ça arrive chez les tout petits, et c'est pour ça que parfois on arrive à avoir des marques, des bleus, des coups, des fractures, y compris en changeant une couche, enfin, dans un acte très banal, on peut avoir on peut causer des fractures sans le vouloir, sans aucune maltraitance, mais ensuite, il faut pouvoir faire machine arrière et c'est ça qui est le plus compliqué. Alors, je précise quand même que dans cette affaire, pour l'instant, les parents sont toujours mis en examen. Oui. On sera en direct avec Cassandra dans un instant, qui est la maman. Juste, ce qui m'étonne dans cette affaire, quand j'entends le docteur nous expliquer comment ça se passe, c'est que normalement, il y a une discussion avant entre les parents et le médecin. Donc, si votre fils avait des antécédents, est-ce qu'il a eu l'occasion de les expliquer aux médecins et de leur expliquer qu'en fait, c'était peut-être la raison pour laquelle il y avait ça ? Moi, en fait, j'ai même amené on a même amené son carnet de santé à la pédiatre, qui a pu effectivement vérifier dans le carnet de santé, à l'âge de 3 mois, qu'il avait été décelé pour une macrocranie. Et qu'effectivement, on prenait les dimensions du périmètre crânien de ma petite fille et celui de son papa, ils étaient identiques, au même âge. Et malgré tout, ils ont souhaité faire une déclaration. Ça veut dire qu'ils avaient des doutes forts, quand même. Alors après, je ne suis pas médecin. Effectivement, nous n'avons pas encore eu accès en globalité à l'ensemble du dossier médical, puisque l'instruction vient de s'ouvrir. Donc pour l'instant, on vient juste d'avoir un petit peu de matière à pouvoir se défendre. Mais effectivement, par 2 fois, j'ai interpellé la pédiatre avec mes enfants sur ce problème, en me disant, je ne suis pas médecin, mais j'aimerais quand même qu'on puisse approfondir les choses à ce sujet, puisque effectivement, ça peut avoir une incidence sur beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à un accouchement difficile, ça peut être... En fait, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dater ces hématomes. Il n'y a pas de datation possible. Donc il y a un doute. Donc il y a un doute. Ouais, c'est bien ça. Et le doute doit protéger l'enfant, et c'est pour ça que ça a été fait. Et comme disait l'avocate, après on ne maîtrise plus. C'est-à-dire que nous on signale, on a cette obligation-là, et puis après en fonction de l'équipe médicale, mais après en fonction du procureur, vous tombez sur un jeune procureur, etc., qui pareil va prendre le maximum de précautions, la machine peut très bien s'emballer avec un temps qui est compliqué, notamment pour que les experts puissent rendre un certain nombre de conclusions. Alors on en parlera avec Vanessa Caruel dans un instant justement sur le fait que ces choses-là peuvent se reproduire, mais le 24 octobre dernier, Cassandra et Jordan ont été placés en garde à vue. Ils sont mis en examen pour violence volontaire sur un mineur de moins de 15 ans. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction de quitter le Finistère. Et c'est pour ça que Cassandra, la maman, ne peut pas être physiquement avec nous sur ce plateau, mais elle est en direct au téléphone avec nous. Bonjour Cassandra. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je l'ai dit, vous n'avez pas le droit de sortir du Finistère. C'est pour ça que vous êtes au téléphone. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? On voit cette photo où vous avez un superbe sourire avec votre fille. Ça doit vous briser le cœur, ce qui se passe. Oui, ça me brise le cœur parce que c'est ma vie, quoi. C'est ma princesse. Et se retrouver dans une situation comme ça qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne voulait surtout pas. En fait, on ne comprend pas ce qu'on vit, en fait. C'est très, très dur. Vous avez eu l'occasion de parler aux médecins ? Oui, plusieurs fois. Mais ils ne veulent rien entendre. C'est-à-dire pour eux, c'est ça, c'est le syndrome du bébé secoué. C'est pas autre chose, en fait. Ils ne cherchent pas une autre cause. Pour eux, c'est ça. Mais vous, je suis désolé de vous poser la question, mais comme il y a une mise en examen, comme il y a un contrôle judiciaire, vous êtes sûr qu'il n'y a pas pu y avoir un accident, il n'y a pas pu y avoir de gestes déplacés contre votre fille ? Non, sinon on ne mènerait pas tout ce combat-là pour elle. Si on savait qu'on avait fait quelque chose, on sait qu'on n'a rien fait, on veut se défendre, même si c'est compliqué de se défendre de quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais non, jamais de la vie. On l'a voulu, elle était voulue plus que tout, et au grand jamais, on aurait eu un geste envers elle.
France, je vous sens très émue Oui. en entendant... C'est un peu Cassandra. compliqué, effectivement, parce que c'est un combat qu'on mène au quotidien. Et quand il faut, effectivement, nous apporter des arguments et essayer de trouver... je ne vais pas vous dire que je vais faire médecine demain, mais j'ai quand même eu l'occasion d'examiner beaucoup d'analyses de médecins, de professeurs, de thèses médicales diverses et variées avec différents médecins français et étrangers. Et effectivement, quand on se penche sur ce problème qu'aujourd'hui on a, c'est très compliqué. Et effectivement, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr. Et c'est d'entendre finalement la détresse de Cassandra qui vous touche. Oui, c'est notre quotidien. Et puis de voir ma petite fille en photo, en vidéo, qu'on ne peut pas voir. Et aujourd'hui, voilà, c'est très, très difficile. Ouais. Cassandra, vous la voyez combien de fois? Comment ça se passe? Je la vois 1 heure le mardi matin et 2 heures le samedi avec son papa. D'accord. Pour sa sécurité, en fait, c'est ça? Oui, pour eux, oui, c'est ça. C'est pour sa sécurité. Pour eux, elle est en danger avec nous. Et vous-même, en fait, vous avez... Parce que ce qui est surprenant quand même, c'est que les mesures, on va en parler avec nos avocats tout à l'heure, mais ce qui est surprenant, c'est que les mesures sont assez radicales qui ont été prises. Ah oui. Et depuis un moment, parce que ça fait quoi? Ça fait 7-8 mois? Oui. Et on a le sentiment que les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas. Comment vous l'expliquez? On ne sait pas comment l'expliquer, c'est très compliqué. Et la justice, nous, on ne connaît pas ce monde-là. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Et on ne sait pas. On a l'impression que oui, alors, quand j'ai des rendez-vous, on me dit la justice avance, mais lentement. Nous, c'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression qu'ils ne font pas grand-chose. Ou alors, quand ils font, c'est pour nous enfoncer. Et qu'ils ne cherchent pas. En fait, ça va plus à charge qu'à décharge. On entendait tout à l'heure France qui nous disait à quel point vous étiez heureuse quand cette fille est née, à quel point c'était une joie pour vous. Je suppose que votre vie est totalement bouleversée aujourd'hui. Là oui, complètement, oui. On était tellement heureux de la voir. La naissance a vraiment été le plus beau jour de notre vie jusque-là. Et on n'a eu que 2 mois et demi avec nous, ce qui est super court. Mais on a passé de super moments avec elle. On était vraiment bien tous les 3 et avec la famille. Et voilà, il ne manquait rien de plus dans notre vie pour être bien, en fait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il nous manque notre fille et c'est ça qui est plus dur à gérer. Merci. On vit plus du tout de la même façon. Merci Cassandra. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vanessa Caruel, dans votre association, vous essayez de dénoncer ces syndromes du bébé secoué qui sont mis à tort sur certains cas et dans certaines familles. Il y a beaucoup d'erreurs? Beaucoup d'erreurs. Nous, depuis qu'on a créé l'association il y a un peu plus d'1 an, on est à 200 familles répertoriées actuellement en France. C'est national, donc il n'y a pas d'endroit plus que d'autres. Je pense que... Mais qu'est-ce qui fait, excusez-moi de vous poser cette question, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que dans le cas présent, à part, madame, je suis désolé de poser cette question, qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr que c'est une erreur et que cet enfant n'est pas maltraité? Parce qu'on travaille avec des médecins spécialistes en la matière, chaque famille, systématiquement, on leur demande des pièces médicales ou autres correspondant éventuellement. Et dans le cas présent, par exemple, vous êtes sûr que c'est une erreur? Là, oui, complètement. D'autant plus que c'est vrai que je me suis liée d'amitié quelque part avec France parce que Ilona a la même pathologie qu'a eu mon fils. Donc c'est vrai que forcément, les histoires se ressemblent énormément. Et on vous a accusé aussi? Je suis aussi accusée d'avoir ce que mon fils. C'était quelle pathologie? Une hydrocéphalie. Il a une macrocranie en fait. Et vous l'êtes toujours? Vous êtes toujours accusé? Mais j'ai les preuves aujourd'hui médicales, j'ai des rapports qui disent que je suis complètement innocente. Donc maintenant, la justice est très lente. Vous avez retrouvé... Par chance, j'ai retrouvé mon fils bien plus vite que Cassandra. Alors, moi, je voudrais me tourner vers Maître Florence Rolla. On a le sentiment... Alors, on est pris entre deux choses parce que, franchement, il y a beaucoup de sympathie pour ces dames qui sont avec nous sur ce plateau. On a envie de les croire. Après, on se dit, bon, si la justice prend autant de temps, si la justice prend des décisions aussi dures que la séparation, est-ce que c'est qu'il y a un doute? Vous savez, la justice, elle est très longue parce que le temps judiciaire n'a absolument rien à voir avec le temps que nous vivons. Il faut aussi savoir que ce parcours peut être un parcours semé d'embûches si on n'a pas un avocat qui connaît ces matières. Ça a été le cas. Et en général, il y a plusieurs juges qui sont saisis, notamment un juge pour enfants. Donc là, mise en examen, ça veut dire juge d'instruction. Oui. Mais il y a aussi un juge pour enfants, celui qui place l'enfant à l'ASE, puisque l'ASE ne se saisit pas toute seule. C'est quoi ça? L'aide sociale à l'enfance, pardon, qui dépend du département, qui a la charge de la protection de l'enfance et qui s'occupe du placement des enfants. Et donc, à partir du moment où un enfant est placé, c'est le juge des enfants qui décide
du placement. Si le juge des enfants dit « je place cet enfant pour 6 mois », il ne reverra pas sa position avant les 6 mois. Si c'est 1 an ou 2 ans, ce ne sera pas avant l'échéance de la mesure. Et le juge ne fera rien. C'est terrible pour les enfants et pour mais les c'est parents. terrible parce que ça... Mais absolument. S'il y a une erreur, c'est affreux. S'il y a une erreur, c'est affreux. Et il y a eu des erreurs dans des cas absolument similaires qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens ont saisi le bon tribunal pour obtenir réparation, ils ont obtenu réparation. Parce qu'il faut savoir aussi que les poursuites doivent être démontrées. C'est-à-dire que c'est à la poursuite de démontrer que vous êtes coupable et pas à vous de démontrer que vous êtes innocent. La charge de la preuve est comme ça en droit français, mais elle est systématiquement renversée sous couvert de protection de l'enfance, de principe de précaution, on est d'accord, et on est d'accord tous qu'il faut protéger les enfants. Mais quand on a des éléments qui sont probants, qui émanent d'autorités médicales compétentes et fiables, on s'aperçoit quand même que la justice est totalement paralysée parce qu'elle ne connaît pas. D'abord, ils ne sont pas médecins, les juges, donc c'est difficile pour eux. Et ensuite, ils ont toujours ce tiraillement entre « et si jamais, au final, il y avait quelque chose ?» Donc, vous voyez, toutes les pistes se brouillent. Mais moi j'ai une question à poser au docteur Gérard Kierzek, parce que dans cette situation, moi, je me pose une question toute simple. Cet enfant, soit il est malade, soit il n'est pas malade, soit il a vraiment les symptômes médicaux, j'ai envie de dire, parce qu'il a une maladie, et donc dans ce cas-là, il faut tout de suite le rendre aux parents. Ça veut dire que c'est une erreur. C'est la bonne question. Pourquoi est-ce que ça fait 8 mois? C'est la bonne question, et c'est la question que le juge va devoir trancher. Alors, il n'est pas médecin, donc il va se faire éclairer par des experts médicaux. Oui, mais et 8 donc, mois. Ce qui est capital, c'est l'expertise médicale qui met du temps, l'expertise médicale. Les analyses mettent du temps aussi. Parfois, il y a des contre-expertises qui sont demandées. Par exemple, il y a des maladies, vous parlez de la maladie des os de verre, on peut parler de la maladie d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie génétique qui est relativement rare, qui donne des hématomes sur la peau et qui peut là aussi aller... qui est le cas, ma belle-fille a été détectée, oui, effectivement. C'est-à-dire que votre belle-fille a cette maladie qui donne des hématomes. C'est un argument supplémentaire. On a une explication à la fois à l'hydrocéphalie, c'est-à-dire le crâne augmenté, mais en même temps aux hématomes, parce que l'hydrocéphalie ne donne pas d'hématomes. En revanche, la maladie d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie génétique, c'est 1 pour 10 000 cas, donc c'est relativement rare. C'est pas le pédiatre à l'hôpital de Quimper qui peut le détecter tout de suite, mais en tout cas l'expert, quand il va être éclairé notamment par les antécédents familiaux, par les symptômes, tout ça est concordant. On peut compléter ça éventuellement par une analyse génétique, mais vous voyez bien que le temps de l'expertise c'est long, en plus du temps judiciaire. Il faut le temps de l'analyse génétique. C'est pas une prise de sang qui dit malade pas malade. C'est une prise de sang, c'est une analyse génétique, une cartographie. Ça prend du temps et c'est ce faisceau-là qui va permettre d'éclairer le magistrat. Mais tout ça prend du temps. Et puis quand on dit que la justice est embouteillée, elle l'est aussi, donc il y a des raisons organisationnelles. Mais parce qu'on peut comprendre, quand on a un enfant, on nous explique qu'il est tombé 3 fois, 4 fois, 5 fois, on peut se dire que la justice, elle prend ses précautions parce qu'il va falloir faire une enquête pour savoir comment les parents se comportent avec lui. Mais quand c'est une affaire malade ou pas malade, ça ne devrait pas prendre 8 mois parce que quand vous avez un test qui dit malade ou pas malade, mais là il n'y a pas de test qui dit de manière formelle malade ou pas malade. Encore faut-il le demander. Enfin, à titre personnel, mon histoire, elle a duré. Je parle du placement parce que pour moi, le placement, c'est ce qu'il y a de plus grave dans toutes ces procédures parce que nos enfants souffrent d'être éloignés de leur propre famille. L'urgence là aujourd'hui, c'est de protéger Ilona, mais elle se construit en tant qu'enfant. Sa vie d'adulte sera forcément impactée par ce qui est en train de se passer. Exactement. Pourquoi dans certaines familles les procédures sont beaucoup plus rapides que moi, ça a duré le placement de mon fils 3 mois et demi. Ça a été 3 mois et demi d'enfer. Là, 7 mois. J'ai des familles, le petit a été placé 1 an pour qu'au final on leur rende en leur disant vous êtes de bons parents. 1 an. Ça va durer combien de temps encore pour Ilona? Alors que ces examens-là sont demandés depuis, je pense, des mois. Le début. Enfin, voilà. Il y a déjà eu des expertises médicales qui ont rendu des conclusions. Je peux comprendre que le temps judiciaire soit long. Maintenant, il y a des petites choses qui peuvent être faites beaucoup plus rapidement. Juste un dernier mot, France. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Rendez-nous Ilona. Oui, rendez-nous Ilona, parce qu'effectivement, aujourd'hui, un tas de choses font que... On peut vérifier tout ce qu'on peut avancer aujourd'hui au niveau médical. On a des choses concrètes et cohérentes qu'on fera valoir, bien entendu, pas par nos avocats, qui sont récentes, forcément, mais qui sont effectivement percutantes et qui, j'espère, vont effectivement faire avancer les choses pour que le placement soit enfin levé, après que l'enquête, parce qu'il y a la partie instruction et la partie juge. Mais vous avez envie de retrouver votre petite fille. Mais aujourd'hui, voilà, rendez-nous notre petite fille, quoi. Et après, faites votre enquête si vous voulez. Mais aujourd'hui, on a quand même des choses qui peuvent faire avancer le dossier au niveau médical.
Merci France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Vanessa Kerouel également d'avoir été avec nous, présidente de l'association Adikia, et docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Merci également.